Alexandre Nadal, bonsoir. Vous êtes géopolitologue et auteur de La mondialisation dangereuse, que voici ici, publié chez L'Artilleur. Merci à tous les quatre d'être donc ce soir en direct sur CNews. Est-ce que vous allez être aussi méchant, entre guillemets, avec le président? Non, le but n'est pas d'être méchant, mais son appel à l'unité. Bien sûr. Bien sûr. Son appel à l'unité, malgré la campagne, est habile, puisque ça délégitime ex ante toute personne qui ne serait pas d'accord avec un certain nombre de ses propositions. Et on ne peut pas lui reprocher. Je pense que d'autres sont assez démagogiques et l'auraient fait à sa place. Mais il ne s'est pas gêné, il le fait assez habilement. Et donc, on peut presque parler d'une possibilité d'OPA sur le débat. Alors, on ne dirait pas coup d'État sur le débat, mais une difficulté de débattre, puisque celui qui débattra, malgré cette situation terrible de l'Ukraine, sera contre l'unité nationale, donc il ne sera pas patriote. En même temps, il dénonce en même temps Zemmour, plus que Le Pen jadis, il a un peu changé, mais ça reste quand même le clivage européiste versus républicain, européiste versus nationaliste, donc souverainiste. Et là, c'est assez habile. Il a réussi à repolariser les choses de cette manière en parlant de la France d'avant. Donc en gros, toujours, lui, c'est le protecteur qui va nous sauver par rapport à la guerre en Ukraine et il va réunir les Français. Donc c'est assez habile. Lorsque on parlait des incinérateurs, mais de l'autre côté, il y a des wagons mobilisés qui peuvent contenir jusqu'à 12 000 personnes pour, au contraire, rapatrier les cadavres russes vers la Russie pour communiquer. Voilà, nous, on vous rend les cadavres, parce que l'idée, c'est de provoquer, bien sûr, une dissension, un choc à l'intérieur. Donc c'est assez étonnant, cette guerre. Les uns veulent faire disparaître les cadavres, les ramassent pas, ou peut-être les incinèrent. Et les autres vont tout faire pour mobiliser des wagons qui jadis transportaient les viandes, etc. Mais jusqu'à 12 000 personnes peuvent être contenues dans ces wagons qui vont être expédiés en Russie. Donc il y a une bataille de l'information, une bataille du nombre de morts. Mais pour revenir sur ce que tu disais, les Américains, eux, pensent que c'est plutôt le renseignement américain qui ont fait des décomptes très précis. C'est plutôt 1500 morts de chaque côté, plus que les uns disent à peu près 700, 500 chacun. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus. Donc ça commence déjà à être lourd. Lorsque le président russe dit que les opérations militaires suivent leur plan et doivent conduire à l'occupation totale de l'Ukraine, il veut dire quoi par là? Alors, il veut dire par là, c'est pas l'objectif de guerre. L'objectif de guerre n'est probablement pas l'occupation totale, car c'est pas viable. Il y a un découplage entre russophones et russophiles. Par exemple, à Mariupol, ils ont mis le drapeau ukrainien et les Russes ont accepté que le drapeau ukrainien reste. C'est un signe intéressant. Mariupol, on rappelle, port stratégique, on va y revenir dans quelques minutes. Qui donne à l'accès à l'Azov, c'est très très intéressant. Ça montre que les Russes veulent préparer l'après. Et l'après, ce sera probablement un dépeçage qui suivra à peu près une diagonale sur le Dniepr. Et probablement pas forcément toutes les régions russes, car il y a des régions russes ou russophones totalement pro-ukrainiennes et anti-russes. De même que parfois on trouve des Ukrainiens ethniques pro-russes. Donc c'est assez étonnant. C'est en fait un clivage qui est parfois plus politique que ethno-linguistique. Poutine l'a compris, peut-être qu'il ne le savait pas, moi je pense qu'il le savait, mais là il a vraiment compris. Et la résistance, vous savez ce qu'on criait tout à l'heure, cet après-midi, gros porc. Il y a même un mot que je ne peux pas répéter, et bien sûr, Ruski Damoy, rentrez chez vous, mais avec et des mots beaucoup plus vulgaires face à des soldats qui avaient des bombes lacrymogènes. Ça prouve aussi que les Russes ne veulent pas faire une purification ethnique, ils veulent préparer l'après, de sorte qu'il y ait des gens quand même qui puissent ensuite peut-être retrouver une sorte d'autonomie. Il y a quand même une volonté de ne pas massacrer le maximum de personnes. C'est pas Grozny, on n'en est pas là, ça va peut-être arriver si ça empire, mais pour l'instant les Russes ont perdu beaucoup d'hommes parce que justement ils essaient de tuer le... Je dis pas ça pour minimiser ce qu'ils font qui est horrible, mais ils essaient de ne pas trop faire de carnage et c'est pour ça qu'ils perdent beaucoup d'hommes. C'est pas parce qu'ils s'enlisent, et les objectifs de guerre probablement ça va être une négociation, et là ce sera la théorie des jeux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir céder et eux céder pour passer de la somme nulle à la somme positive. Et là on est très loin. Mais d'où le fait de prendre le maximum de terrain pour négocier. Absolument, absolument. Et lui, il a demandé le maximum pour obtenir en soin. Donc la théorie des jeux, qu'est-ce qu'on va nous céder? Pour l'instant, on est dans l'émotion totale, la diabolisation totale, et qui est méritée, mais la négation totale des prémices de ce qui a entraîné tout cela, c'est-à-dire une extension sans fin de l'OTAN. Et donc, est-ce que l'Occident peut obtenir quelque chose s'il est dans une négation totale de la moindre légitimité ou de la considération de ce que pense l'autre? En théorie des jeux, ça s'appelle somme nulle. Ça veut dire qu'on est prêt à tout perdre ou à tout gagner. Il y en a un qui va tout gagner ou tout perdre. Je pense qu'il faut
d'urgence passer à un dialogue qui tient compte de cette théorie des jeux en stratégie et qui fasse que nous, on soit capable aussi de céder sur certains points et de ne pas faire de la moralisation, je dirais, outrancière ou plutôt très, très sincère, on pourrait dire le mot sincère, pour arriver à quelque chose. Alors, d'accord, le pire, sauf que c'est tout perdre ou tout perdre. Le pire est à venir, c'est ce que dit le président français. Et voici ce qu'il dit aussi au téléphone avec Vladimir Poutine, vous voyez ici sur votre écran. Comment on peut expliquer la logique que met en place le président russe en allant sur le terrain des nazis? Il y a une raison, une cause, une explication. J'ai vu tout à l'heure une dame ukrainienne qui ne voulait pas en parler. Je la comprends tout à fait parce que ça pourrait presque légitimer la position russe. Elle avait tout à fait raison de son point de vue. Mais souvent, un mensonge est fait d'un tout petit peu de vrai. Et il y a une légion, un bataillon Azov qui s'appelle Azov à Mariupol et autour du Donbass qui, depuis 2014, même si les séparatistes sont dans le tort, admettons, mais il y a une légion objectivement composée de néo-nazis qui vient du mouvement Pravi Sektor et d'un autre mouvement qui est nostalgique, d'un grand collaborateur qui a d'ailleurs une place historique à Kiev, Bandera, Stéphane Bandera. C'est un grand collaborateur néo-nazi, enfin pro-nazi de l'époque. Et il y a pas mal de mouvements qui représentent, comme l'a dit cette dame tout à l'heure, 2% électoralement. Mais en 2014, ils ont été les plus actifs pour faire le coup de feu contre les policiers et faire fuir le président qui avait été élu alors. Donc la lecture des Russes, c'est quoi? Des nazis ont été les plus importants dans l'action en 2014 quand il y a eu un combat entre les rebelles et les forces de l'ordre et ça a fait fuir un président élu. Donc, traduction, des nazis ont fait un coup d'État soutenu par l'Occident pour faire tomber un président pro-russe élu et pour mettre à sa place un président anti-russe, lui, certes, qui ensuite va être élu. Et eux, ils expliquent parce qu'on a acheté, parce que l'Occident a acheté avec toutes les ONG américaines qui ont acheté. Alors, bien sûr, c'est un narratif dangereux qui risquerait de légitimité, mais il y a tout de même un peu de... C'est la base de la réflexion. Il y a des mouvements néo-nazis qui ont pignon sur rue en Ukraine, qui ont des... Je vous répète, le grand collaborateur historique des nazis en Ukraine a des places et des rues dans tout le pays, dans toutes les villes, et une place à Mariupol. Et ça ne justifie rien, mais ces mouvements Pravi Sektor, Svoboda, etc., ont créé une légion, un bataillon, qui a d'ailleurs accueilli également des djihadistes qui sont arrivés de Syrie et du Caucase, et des Tchétchenes. C'est le bataillon Azov d'ailleurs que Mediapart, j'ai vu un article de Mediapart, d'habitude je ne lis pas trop, mais là, c'était étonnant, il disait des islamistes et pro-nazis, ou des nazis pro-islamistes. Donc il y a des gens pas très fréquentables, et c'est eux qui ont tué de nombreux Russes pro-sécessionnistes dans le Donbass depuis 2014. Donc, comme ils ont été tués, et que c'est la raison pour laquelle, en politique intérieure, Poutine justifie son intervention, il ment, mais à partir d'un tout petit peu de vrai. Oui, et c'était important d'en parler parce que c'est pas pour justifier son point de vue, mais c'est pour décrypter la propagande. Souvent, c'est pas du mensonge pur. Quand c'est trop gros, c'est un mensonge avec un... Et c'est pour ça que ça accroche chez les Russes, dont le traumatisme, c'est l'avoir perdu 30 millions d'hommes face au nazisme. C'est le pays qui a le plus perdu d'hommes face au nazisme, beaucoup plus que les Américains. 25, la grande guerre patriotique. Donc pour eux, c'est fondamental et ça marque dans les consciences. Et ça crée une certaine adhésion. Poutine et le pousser dos au mur. Lorsqu'il parle de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine, ça veut tout simplement dire qu'il est prêt à tout et qu'il ne s'arrêtera pas? Pas forcément. Non, il a surtout dit libérer et rendre sûr la vie des gens du Donbass. Et à mon avis, ça nous donne une indication sur l'orientation pour que les citoyens du Donbass vivent dans la paix. Voilà. Et ça, c'est une orientation pour savoir vers quoi on pourrait négocier. Ça veut dire que ce qu'il tient le plus, ce qui est le plus important pour lui, c'est le Donbass. Ça veut dire qu'il voudra un statut spécial pour le Donbass, voire peut-être une criméisation du Donbass. Il n'en aurait pas parlé de cette façon. Ça veut dire aussi que le reste du pays sera capable de lâcher même certaines villes qu'il a prises. Ça fait partie de la négociation, parce qu'il est intervenu, d'ailleurs, on appelle ça opération spéciale de sécurité en Russie, pas guerre. Il est intervenu pour l'opinion publique russe uniquement pour libérer les gens du Donbass, qui a été bombardé depuis 2014 par les fameuses légions Azov, nazis, comme il dit, etc. Et donc, je pense vraiment que son but, c'est pas de dominer l'Ukraine tout le temps, c'est de la neutraliser. Et si on n'accepte pas une neutralisation et un grand accord global sur la non-extension de l'OTAN et le retrait de certains missiles, il prendra un tiers de l'Ukraine ou alors un Donbass administratif, c'est-à-dire beaucoup plus gros que le Donbass actuel, qui n'est qu'une partie du Donbass, plus Mariupol pour l'accès à l'Azov. Alors, je vous fais réagir, monsieur. D'ailleurs, il faut rappeler, c'est pas connu, c'est un Russe qui me le disait tout à l'heure, c'est Biden qui est le premier à utiliser des termes. Il a dit ce sera soit des prix du gaz, soit une guerre mondiale. Et les Russes
par guerre mondiale, ils entendent nucléaire. Ensuite, il y a eu une surenchère lorsqu'on a fait, nous, la bombe nucléaire économique. Lorsqu'on a voulu les ruiner économiquement, il y a eu une réaction. Et ensuite, il y a eu un petit retrait. Lavrov, tout à l'heure, qu'est-ce qu'a dit Lavrov, le ministre des Affaires étrangères? Il a dit ce sont les Européens et les Occidentaux qui ont dans la tête la guerre nucléaire, pas nous. Donc, on dirait presque qu'il y a un petit retrait pour essayer, en tout cas, de baisser d'un cran par rapport à ce qui ressemblait effectivement à une menace nucléaire il y a quelques jours. Donc ça, je pense, ça peut rassurer nos auditeurs. On était quand même dans une guerre psychologique et ça a marché. Poutine a voulu faire peur. Moi, j'ai reçu plein d'appels de gens qui nous disaient à quelle heure on doit quitter Paris. Donc ça a marché. Je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'il y a quand même un élément... dès qu'on parle de... Vladimir Poutine sait que si l'Occident donne toutes ses forces et devait rentrer dans la bataille, ce serait perdu. Et c'est ça, à mon avis, c'est là où il y a un danger. Et c'est là que Guillaume avait raison sur le fait de s'entraîner. Si on écoute les pays les plus russophobes, et ils ont des raisons de leur point de vue, mais objectivement, en Pologne et dans les pays baltes ou ailleurs, on a des gens qui correspondent à la russophobie. Et si on se laisse entraîner, c'est tout l'erreur de l'élargissement de l'Europe. Quand on s'élargit vers l'Est, on prend les problèmes des gens à qui on s'élargit. Et donc, plus on va vers l'Ukraine et la Géorgie, plus on aura la guerre. Ça, il faut quand même le rappeler à nos auditeurs. L'élargissement de l'OTAN, on est 30 membres. Le dernier membre, c'est 2020, ça a été Monténégro. On est de plus en plus vers l'Est. Et l'Union européenne, qui a comme structure de défense l'OTAN, et l'OTAN, qui est quand même en dernier ressort décidé par les Américains. D'ailleurs, entre parenthèses... Oui, et il faut rendre grâce au président Macron d'avoir mis une limite quand même, de rappeler qu'on n'est pas en état de belligérance avec la Russie, qu'il faut maintenir une ligne de communication avec la Russie et d'avoir calmé M. Le Maire. Heureusement qu'il l'a fait. On l'attendait depuis plusieurs jours parce que des gens comme M. Le Maire qui ont prononcé ces termes, c'est totalement irresponsable. D'ailleurs, Poutine a même écouté les excuses ou les justifications de M. Macron qui lui a dit on regrette ce qu'a dit notre ministre. Et il faudrait peut-être que les ministres arrêtent de prendre leur discours jusqu'au boutiste. Parce que pour beaucoup d'Occidentaux, la Russie, c'est le mal absolu. Elle n'a aucune raison, aucune légitimité. On n'a rien à négocier. Mais ils oublient que quand on est dans une logique de somme nulle, comme on dit en théorie des jeux, on risque de tout gagner ou de tout perdre. Est-ce qu'on est prêt à aller à l'affrontement total? Et Nicolas Sarkozy a eu tout à fait raison de dire, c'est soit le dialogue, soit la guerre totale. Êtes-vous prêt pour la guerre totale? Sinon, vous dialoguez. Et si on dialogue, ce n'est pas uniquement pour dire vous avez totalement tort. Quand on dialogue, malheureusement, on doit même faire des concessions sur quelque chose que l'on trouve illégitime. C'est triste, mais c'est la base de la négociation. On doit lâcher un peu, même si on pense qu'on a totalement raison. Mais si on pense qu'on a totalement raison et qu'on ne doit rien lâcher parce que l'autre a totalement tort, c'est le clash. Et donc, il est urgent d'écouter des sages comme Védrine, comme Sarkozy, même comme Macron, effectivement, qui récemment a un petit peu baissé le ton. C'est urgent. Il y a une expression. C'est tout le problème de Zelensky, qui était un comique, qui faisait des choses assez, d'ailleurs, parfois, bon, on pense qu'on veut de lui, et qui n'est pas expérimenté. C'est pas grave. Il s'est rattrapé quand même. C'est pas grave que ce soit comique. Maintenant, il est expérimenté. Il a montré qu'il était courageux, mais il n'a pas l'expérience. Et pourquoi je dis ça? Quand il est arrivé au pouvoir, contrairement à son prédécesseur Poroshenko, il a été beaucoup plus jusqu'au boutiste, un peu comme Saakashvili en Géorgie juste avant, peut-être en étant dans le bon camp, mais il a voulu ne pas appliquer les accords de Minsk. Et il a laissé ces légions, les fameuses légions Azov dont on parlait tout à l'heure, harceler et bombarder des populations, pas uniquement militaires mais aussi civiles, du Donbass. Je ne dis pas que ça justifie en aucun cas, bien sûr, ce qu'a fait Poutine, mais il n'a pas été très habile, il n'a pas été expérimenté, il n'avait pas la sagesse de quelqu'un qui avait l'expérience du pouvoir, du dialogue et des rapports de force, et il va se retrouver... Et malheureusement, alors il est héroïque, mais il va se retrouver bientôt, malheureusement peut-être, comme Saakashvili en Géorgie, qui avait cru pouvoir défier les Russes et qui s'est retrouvé quelques années plus tard d'ailleurs en Ukraine, parce que c'est bien beau de le trouver, l'émotion c'est magnifique, il a été ovationné au Parlement européen, mais il veut nous entraîner dans une guerre générale et je ne pense pas que ça soit la même. D'ailleurs aujourd'hui, pour mettre des bémols à ce que je viens de dire, aujourd'hui il vient de demander à rencontrer même directement en personne Poutine, parce que je pense qu'il s'est rendu compte qu'il risque de finir comme Saakashvili, pas forcément mort, mais en ayant tout perdu. Il redevient un peu sage. Il apprend en fait son métier. C'est bien d'être héroïque, mais à un moment, si on est sûr de perdre bientôt, il faut quand même penser à l'après, à un dialogue, à une solution. À quoi joue la Chine pendant ce temps-là? Parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu. Alors elle est très maligne, elle vient d'augmenter, elle continue à exporter vers les Russes, mais elle vient d'augmenter ses prix. J'ai appris ça aujourd'hui, c'était incroyable. Ils sont très amis des Russes, mais ils font les affaires. Ils ont augmenté les prix, puisque les Russes sont dans une situation de demande et d'emprisonnement. Ils leur ont dit OK, mais ça serait un peu plus cher que d'habitude. Quel rôle précis peut jouer la Chine dans ce conflit? Elle pourrait être un médiateur.
C'est d'ailleurs ce qu'a demandé un certain nombre, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était Zelensky ou quelqu'un qui est dans ce dossier. A demandé que Israël soit médiateur. Ou alors c'était peut-être Israël qui l'a dit, mais un des médiateurs a dit on pourrait peut-être invoquer la Chine et faire venir la Chine parce qu'elle a des bonnes relations avec tout le monde, puisqu'elle est à fond dans la mondialisation, contrairement à la Russie autarcique. Et elle commence déjà à jouer un peu ce rôle, mais pour l'instant, elle est en retrait. Elle est bien avec nous, elle est bien avec les BRICS, elle est bien avec tout le monde, et elle reste en bon terme avec la Russie. Comme tu disais, elle va instaurer un système CIPS, là, le système de paiement alternatif. On va avoir une dédollarisation progressive. Et là, tu as tout à fait raison. Je pense que l'échec de l'Occident, c'est qu'on va accélérer la multipolarisation. Une création de structures alternatives à la mondialisation occidentale. Donc la Chine, autre grand bénéficiaire avec l'industrie de gaz de schiste américain, c'est la Chine. Alors la Chine, c'est le bénéfice total, parce qu'elle gagne sur tous les tableaux. Si vous voulez, Mariupol, Alexandre Delval. Alors ça peut être très très violent, parce que c'est là qu'il y a les 5000 combattants, c'est un gros bataillon du fameux Azov, qui réunit des islamistes recrutés et des vrais nazis. Alors eux, ils répondent, oui, mais de nazis, il n'y a que le commandement. Les autres sont juste des nationalistes d'extrême droite. Bon, ça, après, parce qu'ils essaient un peu, ils ont quand même ordre par Zelensky d'essayer de camoufler tout ça, mais ils sont quand même, c'est les plus violents, comme ils ont une idéologie extrêmement nationaliste, pour employer le mot le plus édulcoré, ils sont extrêmement violents. C'est eux qui, d'ailleurs, qui ont des résultats énormes sur le terrain. C'est l'équivalent des Tchétchènes pour les Ukrainiens. Donc là, ça peut être extrêmement violent. Et eux, ils lâcheront pas. Là, ils sont un petit peu encerclés. Enfin, ils sont carrément encerclés en ce moment, mais ils vont pas lâcher. J'ai quelqu'un qui me disait, qui est à la Croix-Rouge, donc qui est sur place, qui me disait, là, ça va être jusqu'au dernier. Ils sont prêts à mourir tous. Alors, il y a un couloir qui leur est pas destiné pour l'instant, qui fait fuir des civils, tout de même. Un couloir humanitaire, avec cette personne de la Croix-Rouge qui m'en parlait. Mais eux, ils vont être encerclés et ils vont pas se rendre. C'est des combattants vraiment hors pair. Il faut quand même le reconnaître. Et donc, on peut s'attendre à un véritable carnage s'ils ne se rendent pas. C'est stratégique pour la Russie ? C'est stratégique pour la Russie, puisque c'est la mer d'Azov. Et il faut voir que Poutine, c'est un homme du 19e siècle ou du début du 20e. Il ne raisonne pas en soft power ou en empire virtuel, mais en empire territorial. Lui, c'est l'accès à la mer, c'est la mer chaude. L'Azov, c'est stratégique, ça verrouille aussi les Turcs par le sud. Bien sûr, il y a aussi la Crimée, après les détroits pour aller en Méditerranée. C'est très important, la mer chaude, parce qu'il se sent encerclé. C'est le seul pays qui a 14 voisins. Hein, c'est le complexe obsidional des Russes. Ils sont bouclés en Baltique, pratiquement. Ils ont un accès au froid. Alors là, le réchauffement climatique leur permet d'investir beaucoup dans les mers, parce qu'ils veulent aller accéder aux mers. Ils vont dans l'Arctique. Et dans les mers chaudes, il ne leur reste que cette partie du monde. Donc, ils ont un bout de la Crimée, avec les Turcs et d'autres. Mais ils voudraient aussi la mer d'Azov, qui est une clé et qui permettra la continuité entre le Donbass administratif, puis la Crimée. Ils veulent un couloir entre Donbass. Là, ils vont peut-être garder ça. Probablement faire le lien entre le Donbass et la Crimée, en passant par la mer d'Azov, qui est assez longue, et Mariupol, qui est un port. Marin, des réfugiés qui ont un seul objectif, c'est de regagner l'Ukraine le plus tôt possible. On a un signe, à l'inverse des subsahariens qui ont pris Ceuta cet après-midi, et on ne voit que des mâles bien vigoureux, les mamans étant restées et les femmes en Afrique. Là, c'est le contraire. C'est des femmes et des enfants. Et les hommes, il faut reconnaître un héroïsme extraordinaire, contrairement à d'autres qui fuient leur pays. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le droit de sortir. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu des chiffres. 150 000 Ukrainiens qui avaient fui l'Ukraine sont en train de repartir. Ils ont été enrôlés, volontaires. C'est assez héroïque. Il y a beaucoup de gens qui fuient des pays, mais on a certains cas où personne ne rentre se battre. Là, on a un taux... Koweït, mais on a un taux extraordinaire de gens... Ça, c'est la tradition de rébellion dont tu parlais tout à l'heure. On a un taux extraordinaire de nombre de personnes mâles capables de se battre, jusqu'à 50 ans ou même 60, qui retournent là-bas, et les femmes viennent pendant ce temps ici. Et effectivement, si après il y a un avenir pour ces combattants en Ukraine, si un jour il y a la paix, elles reviendront très probablement. C'est des gens qui sont très attachés à leur pays. Déjà 1 million de réfugiés, on l'a dit. Merci messieurs d'être venus ce soir dans On peut tout se dire, à débattre